Tous les jours, depuis ta naissance, tu respires. Mais est-ce qu'une seule fois, tu t'es véritablement posé la question, qu'est-ce que cette respiration est censée nourrir au fond? Parce que respirer, ce n'est pas seulement faire entrer de l'air dans les poumons, ce n'est même pas uniquement oxygéner le sang. Biologiquement parlant, la respiration, c'est permettre à des milliards de cellules de produire de l'énergie, sans interruption, en continu, et ça depuis ta naissance. Et c'est là qu'un malentendu commence, parce qu'un grand nombre de personnes respirent beaucoup, et pourtant, elles manquent d'énergie. Elles se réveillent fatiguées, elles ont le cerveau embrumé, elles ont l'impression de fonctionner en mode économie d'énergie permanente. C'est pas parce que ces personnes manquent d'air, mais parce que l'oxygène qu'elles inspirent n'est pas utilisé de manière optimale par les cellules. Aujourd'hui, je vais donc te parler de respiration cellulaire. Pour ça, je vais m'appuyer sur des données scientifiques, parfois techniques, je te préviens, mais à chaque fois, je prendrai le temps de vulgariser, de relier les points à un vécu quotidien. Et comme d'habitude, il y aura une pratique guidée à la fin pour optimiser ta respiration cellulaire. Mais avant, juste un grand merci pour les 2000 abonnés. Franchement, je m'attendais absolument pas à ce que la vidéo sur l'oxyde nitrique pète comme ça. Vraiment, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé des messages de soutien, de félicitations, d'intérêt pour les événements, notamment pour les aventuriers du souffle, mais aussi pour les immersions conscientes. Ça me permet de véritablement lancer mon projet et je vous en remercie du fond du cœur. Maintenant, avant d'aller plus loin, on doit clarifier une confusion majeure. Une confusion de vocabulaire, mais surtout de niveau biologique. Quand on dit respiration, dans le langage courant, on parle presque toujours de ventilation. La ventilation, c'est un phénomène mécanique. L'air entre dans les poumons et ressort. C'est un mouvement, un va-et-vient dans lequel sont impliquées plusieurs structures. Mais en physiologie, le mot respiration désigne autre chose. Il désigne un processus métabolique, la fameuse respiration cellulaire. Autrement dit, les poumons ne produisent aucune énergie, le sang ne produit aucune énergie, même le cerveau en soi ne produit aucune énergie. L'énergie est vraiment produite dans les cellules et plus précisément dans les mitochondries. Ok, très bien, mais quand je dis énergie, de quoi parle-t-on exactement? Donc on ne parle pas d'un concept vague, mais d'une molécule très précise, l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est une molécule que l'on trouve dans toutes les cellules vivantes, même si elles ne les produisent pas toutes de la même manière, et c'est une forme d'énergie directement utilisable par le corps. Chaque contraction musculaire, chaque impulsion nerveuse, chaque synthèse hormonale, chaque réparation tissulaire, tout passe par l'ATP. C'est la monnaie énergétique du vivant. Et un point absolument fondamental à retenir, c'est qu'elle n'est pas stockée en grande quantité. Ton corps ne fait pas le plein de matin pour que tu tiennes la journée. Elle est produite, utilisée, recyclée en permanence, seconde après seconde. Cela signifie une chose très simple mais très puissante. Ta capacité à produire de l'ATP conditionne directement ton niveau d'énergie, ta clarté mentale et ta stabilité physiologique. Et pour produire de l'ATP efficacement, la respiration cellulaire a besoin de deux grandes choses. Un carburant métabolique, notamment avec ce que l'on va digérer, on va le voir après, avec le glucose, et un environnement respiratoire favorable. Donc la respiration est au cœur du métabolisme énergétique du corps, et pas seulement un outil de relaxation ou un outil pour se projeter dans des états de conscience modifiés. On estime d'ailleurs que chaque jour, un être humain produit et consomme l'équivalent de son propre poids en ATP. Ça veut dire une chose simple, la vie, c'est un processus qui est énergivore, continu et exigeant. Mais du coup, tu l'as compris, le souffle, c'est l'un des leviers majeurs de cette production. Donc, on a une main énorme là-dessus, puisque nous pouvons le contrôler. Et c'est ici que beaucoup tombent dans un piège très logique sur le papier, mais faux biologiquement. Intuitivement, on se dit, si je respire plus, j'apporte plus d'oxygène. C'est séduisant, mais le corps ne fonctionne pas comme une simple pompe à air, malheureusement. Ce qui conditionne l'utilisation de l'oxygène par les cellules, ce n'est pas uniquement sa quantité dans le sang, mais les conditions chimiques qui permettent à cet oxygène d'être libéré dans les tissus, jusque dans les cellules. Et c'est ici qu'intervient un acteur souvent mal compris, le dioxyde de carbone, le CO2. Contrairement à ce qu'on croit, le CO2 n'est pas juste un déchet, c'est aussi un signal physiologique majeur. Et l'un des mécanismes les plus méconnus dans lesquels le CO2 est impliqué, c'est l'effet Bohr. Lorsque celui-ci augmente et que le pH baisse légèrement, l'hémoglobine qui détient l'oxygène, on va dire que l'hémoglobine c'est votre main, hop, elle tient l'oxygène, et va être en capacité de relâcher, va recevoir le signal de relâcher l'oxygène vers les cellules. Autrement dit, le CO2 indique à l'organisme « Oh, c'est bon, là on a besoin de l'oxygène,
Hémoglobine, s'il te plaît, lâche un petit peu la grappe. On appelle ça l'affinité hémoglobine-oxygène. Mais du coup, si tu respires trop vite, trop fort et de manière chronique, tu n'augmentes pas ton niveau d'oxygène dans les cellules puisque tu abaisses ton niveau de CO2, puisque tu le chasses et tu descends en dessous d'un seuil fonctionnel. Donc le résultat paradoxal de ça, c'est que l'oxygène reste attaché à l'hémoglobine, garde son affinité, les tissus du coup en reçoivent moins, la cellule du coup produit moins d'ATP et le corps interprète ça comme un stress métabolique. Mais derrière, il y a un autre problème. C'est que ce stress métabolique, il est immédiatement relié au système nerveux. Donc à ce stade, il faut comprendre une chose essentielle que j'ai déjà expliquée dans ma dernière vidéo. Ton système nerveux autonome est constamment informé de l'état interne du corps. Il reçoit des données sur la chimie sanguine, le pH, le CO2, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, et j'en passe. Donc quand la respiration cellulaire est moins efficace, tu n'as pas forcément moins d'air, tu as surtout moins de rendement. Et c'est un signal qui peut être interprété par le système nerveux comme une urgence, une menace. Ce total peut ressembler à de la fatigue au réveil, comme si tu n'avais pas rechargé, ton brouillard mental, de la lenteur et une difficulté à te concentrer, une motivation instable, un élan faible, mais aussi une sensation d'essoufflement un peu bizarre, alors que tout semble normal. Et puis, si tu fais du sport, tu peux avoir les muscles qui brûlent vite, une récupération lente et des tensions chroniques qui s'installent. Parce que tout ça, c'est le signal pour le système nerveux d'une instabilité interne, même sans danger réel, qui augmente la vigilance, qui augmente la tension et qui parfois peut aller jusqu'à de l'anxiété. C'est même assez fréquent maintenant avec nos modes de vie. Le tout est dans la tête? Non. Clairement, le corps envoie des signaux ambigus ou alarmants. Même si vous avez un mental d'acier, à un moment donné, vous allez plus suivre du tout. Je sais, vous avez envie de savoir comment mieux respirer pour oxygéner vos cellules. Mais pour comprendre comment agir intelligemment, il faut qu'on fasse un petit pas de plus et qu'on entre dans la cellule elle-même. Avant ça, je te coupe juste 10 secondes parce que je sais que certains et certaines d'entre vous veulent pratiquer en vrai, découvrir ces concepts théoriques appliqués à de la pratique guidée. Donc si tu veux apprendre toutes ces choses-là et repartir avec une routine adaptée à tes problématiques, j'ai ouvert 3 nouvelles dates des Aventuriers du Souffle, le 4 avril, le 16 mai et le 14 juin. J'ai mis le lien dans la description, il reste que quelques places pour le 21 février. Alors je vous préviens, là ça va être un passage assez costaud, mais je vous promets, à la fin je vous fais un résumé hyper vulgarisé de ce que vous devez retenir pour ceux qui n'ont pas envie de s'initier à des connaissances scientifiques. Quand on parle de respiration cellulaire, il faut comprendre que ce n'est pas juste prendre de l'air. C'est une suite très précise d'étapes biochimiques qui se déroulent à l'intérieur de nos cellules. Tout commence avec ce que l'on mange, notamment le glucose, un sucre simple. La première transformation du glucose s'appelle la glycolyse et elle se déroule dans le cytoplasme de la cellule, c'est-à-dire en dehors de la mitochondrie. La glycolyse découpe le glucose et permet de produire un peu d'énergie, mais surtout elle fabrique une molécule clé, le pyruvate. Et à ce stade, on est encore loin d'une production d'énergie optimale. C'est là qu'intervient une question absolument centrale, est-ce que l'oxygène est disponible et surtout utilisable ? Pourquoi ? Parce que si l'oxygène n'est pas suffisamment disponible, le fameux pyruvate ne peut pas entrer dans la mitochondrie. Et la cellule bascule alors vers des voies de secours comme la fermentation, qui produisent très peu d'énergie et qui génèrent rapidement de la fatigue. En revanche, si l'oxygène est disponible, le pyruvate est transporté à l'intérieur de la mitochondrie, entre dans une grande série de réactions appelée le cycle de Krebs. Mais le rôle principal de ce cycle n'est pas de produire beaucoup d'énergie directement, mais d'extraire des électrons et de les charger sur des transporteurs. Et ces transporteurs vont ensuite alimenter l'étape suivante, qui est la chaîne respiratoire, ou aussi appelée la chaîne de transport des électrons. Et c'est ici que l'oxygène devient absolument indispensable. Dans la chaîne respiratoire, l'oxygène joue le rôle de récepteur ou d'accepteur final des électrons. Donc sans cet oxygène, la chaîne se bloque, mais avec de l'oxygène, elle fonctionne de manière fluide. Et cette circulation d'électrons, je vous fais sauter une étape pour pas trop vous embrouiller, permet de créer une enzyme, ça alimente une enzyme appelée ATP synthase. Et c'est cette enzyme qui fabrique la majorité de l'ATP, la véritable monnaie énergétique de nos cellules. Le résumé, pour ceux qui n'en peuvent plus, c'est que le vrai enjeu du souffle, c'est pas seulement de faire entrer de l'oxygène dans les poumons, c'est lui permettre d'être utilisé par les cellules, là où l'énergie de la vie est réellement produite. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, ce que ça pouvait générer dans le quotidien, l'importance de la respiration cellulaire, le processus de la respiration cellulaire, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on va prendre deux informations de cette vidéo très importantes. Il nous faut déjà de l'oxygène, donc il faut déjà qu'on inspire, mais il nous faut aussi du CO2, si vous avez bien suivi, pour que cet oxygène ne reste pas coincé, piégé par l'hémoglobine. Donc là, je vais vous proposer de faire une phase d'hyperventilation. On va prendre beaucoup d'oxygène et on va chasser le CO2. Mais ensuite, on va faire une apnée, poumon vide, pendant laquelle le CO2 va revenir progressivement, permettant à un afflux énorme d'oxygène vers les cellules pour favoriser la respiration cellulaire. Ça va vous faire du bien, ça va vous énergiser. Je vous laisse suivre les consignes. Fermez les yeux, laissez-vous aller. Attends, avant de commencer, il y a quelques contre-indications à cette pratique. La liste est dans la description, je te laisse regarder si tu es concerné. Et sinon, bonne pratique. Avant de démarrer cette pratique, assure-toi d'être confortablement installé et respire calmement. Pour bien effectuer l'hyperventilation, il va falloir inspirer à la fois avec l'abdomen et à la fois avec le thorax pour prendre des grandes bouffées d'air. Tu peux suivre le rythme que je te propose dans la vidéo ou prendre le tien. Les consignes seront données au fur et à mesure. Essaye de toujours respirer par le nez tout au long de la pratique, même si sur l'expiration, tu peux te permettre d'utiliser la bouche. Je vais te montrer le rythme que je te propose. Tu es prêt? Tu es prête? On commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. Il est normal que tu ressentes les picotements, de la chaleur, les fourmillements, peut-être un peu d'engourdissement. Accepte les sensations. Tu es en sécurité. Il reste encore une petite dizaine de ventilations. Encore 3 ventilations avant de passer à la phase d'apnée. Dernière, inspire, expire et bloque. À partir de maintenant, vous êtes en apnée et je vous indiquerai le temps toutes les 15 secondes. Je laisse maximum 1 minute, mais si vous avez besoin de reprendre votre souffle avant, n'hésitez pas, respirez naturellement et attendez la fin de la minute. Vous êtes à 45 secondes d'apnée. Une fois la minute terminée, reprenez un rythme naturel. Vous pouvez reprendre votre souffle naturellement et selon vos capacités et vos limites, reproduire un round supplémentaire. Le plus important, c'est de bien reprendre une inspiration complète à la fin de l'apnée avant de repartir sur un cycle d'hyperventilation. On retrouvera là donc ici le pattern de la respiration holotropique de Wim Hof. J'espère que la pratique vous a fait du bien et que vous avez mieux compris l'enjeu de la respiration cellulaire. L'essentiel, c'est de comprendre que le souffle, c'est pas qu'une performance, comme on le voit sur plein de vidéos. C'est une relation complexe entre plein de processus intérieurs, entre le corps et l'esprit, entre le système nerveux,
et le mental. J'espère aussi que vous retiendrez que mieux respirer, c'est pas forcément plus respirer. C'est souvent apprendre à laisser le corps travailler intelligemment et de le soutenir dans ce process. Si tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo résonne ou t'enrichit, il y a une chose importante que je veux encore te dire. Comprendre la respiration cellulaire, le rôle de l'oxygène, du CO2, des mitochondries et de l'ATP, c'est une étape. Mais le corps n'intègre pas durablement par la théorie seule. C'est pour ça que j'ai créé les Aventuriers du Souffle. Ce sont des journées immersives en petits groupes où on vient expérimenter concrètement ce que la respiration change. L'idée n'est pas de te pousser ni de te faire faire des techniques extrêmes. L'idée c'est de te donner des repères corporels clairs pour que tu repartes avec une pratique adaptée à ta réalité et pas une méthode générique qui très souvent passe à côté de nos besoins réels. Donc les prochaines dates, elles sont dans la description, il y a un lien direct, je te les affiche ici. Donc si tu sens que ton souffle mérite d'être exploré autrement, pas comme une performance, mais comme un levier de régulation, d'énergie et de présence, tu es le ou la bienvenue. N'oublie pas, le souffle, c'est pas que de l'air. Réapprendre à bien respirer, c'est pas un miracle non plus, c'est un apprentissage progressif, cyclique et surtout profondément humain.